Bonjour, c'est Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur le HHC et j'ai été surpris de constater qu'elle a été vue par 10 fois plus de personnes que les vidéos que j'ai faites précédemment. Et donc je me suis dit que c'était probablement une bonne idée, sans être trop démagogique, de parler des substances et d'essayer de raconter l'expérience qu'en font les utilisateurs avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs. J'ai décidé de commencer par la cocaïne, qui est la deuxième substance illicite la plus consommée dans le monde. Je vous rappelle mon bouquin, Drogue, la longue marche, chez L'Harmattan et Pepper, dans lequel vous retrouverez beaucoup des choses que je vais maintenant essayer de vous raconter. Comme vous le savez, la cocaïne est un stimulant relativement puissant, mais aussi très euphorisant. La cocaïne est entourée d'une mythologie absolument considérable, hein. C'est la drogue des rich and famous, des gens riches et célèbres. C'est la drogue de la jet set, c'est la drogue des milieux branchés, etc., etc., le champagne des drogues. La conséquence de tout ça, c'est qu'à l'occasion des premières consommations de cocaïne sniffée, les personnes sont souvent assez déçues. Ah bon? C'est juste ça, le champagne des drogues. J'ajoute que je ne vais parler dans les moments qui suivent que des personnes qui sniffent de la cocaïne, non pas des injecteurs de cocaïne, ni des fumeurs de crack, des sniffeurs de cocaïne, et je vais essayer de répondre à une question qui est la suivante. Aux États-Unis, entre 1982 et 2008, le nombre de consommateurs plus ou moins réguliers par an de cocaïne est passé de 10 millions à 5 millions, alors même que l'offre de cocaïne restait constante. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment expliquer cette situation? Alors vous savez qu'avec les drogues, on dit souvent qu'il y a une première période qui est une période de lune de miel. C'est quoi la lune de miel? C'est cette période durant laquelle on ne voit que des avantages à sa consommation et aucun inconvénient. Ça n'est qu'après la lune de miel que les inconvénients vont commencer à se manifester. Comme je vous l'ai dit, la cocaïne est un stimulant, donc elle diminue la faim, elle diminue le besoin de sommeil. C'est un stimulant assez subtil, assez euphorisant. Sigmund Freud, qui avait un tempérament assez mélancolique, aimait le fait que la cocaïne l'euphorisait un peu. Dans les lettres qu'il envoie à sa fiancée Martha, il lui raconte comment on se sent presque normal avec la cocaïne parce qu'il retrouvait une certaine joie de vivre qui l'éloignait de son tempérament mélancolique. Alors, il faut dire aussi que comme tous les stimulants, la cocaïne a tendance à augmenter le niveau d'anxiété. Et c'est pour ça que beaucoup de consommateurs de cocaïne vont co-consommer de l'alcool, habituellement un alcool fort. Alors, c'est un problème, ça, c'est un premier problème, parce que malheureusement, la co-consommation de cocaïne et d'alcool aboutit à la naissance dans l'organisme d'une nouvelle substance, la cocaéthylène, qui a une toxicité évidente. Il y a aussi une deuxième conséquence négative à la consommation de cocaïne, c'est le fait que là aussi, comme tous les stimulants, la cocaïne a tendance à augmenter les comportements de répétition. Par exemple, quelqu'un qui est un fumeur de tabac va pouvoir, pendant une nuit durant laquelle il va jouer au poker, par exemple, fumer un paquet de cigarettes. Et donc, ça commence à faire beaucoup, c'est-à-dire la cocaïne qui augmente le rythme cardiaque et qui augmente la tension artérielle, l'alcool, et puis
beaucoup de tabac, et ça explique pourquoi chez les consommateurs chroniques de cocaïne, y compris sniffés, il peut y avoir des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus du myocarde, des complications graves du cœur et des vaisseaux, surtout sur des terrains prédisposés. À part ça, lorsque les gens consomment de la cocaïne, ils se sentent tout de même très en forme et pendant un certain temps, un temps plus ou moins long, encore une fois, ils ne verront que des avantages à leur consommation. Comment apparaissent les premières difficultés? Par exemple, quelqu'un va consommer de la cocaïne le dimanche un peu tard, va pas dormir beaucoup dans la nuit du dimanche au lundi, et le lundi, quand il va se réveiller pour affronter la journée, ben, il va se faire quelques lignes de cocaïne. Et donc, la cocaïne qui a fait qu'on s'est endormi tard, qu'on a eu du mal à trouver le sommeil, est aussi le produit qu'on va consommer le matin pour se donner un peu un coup de fouet. Donc cocaïne, fatigue, cocaïne, là il y a un cercle vicieux qui s'installe. Il y a un deuxième élément qui va apparaître avec l'usage, c'est le fait que là aussi, comme la plupart des stimulants, la cocaïne rend parano. Parano au sens, je dirais, habituel et non pas psychiatrique du terme. On peut avoir le sentiment d'être suivi, le sentiment d'être observé, ça peut même aller un peu plus loin, on a le sentiment que des gens complotent contre vous, on vit dans une ambiance assez paranoïde. Et puis il y a un troisième inconvénient, c'est le fait que la cocaïne prête de l'énergie, mais elle ne la donne pas. Et cette énergie, elle est habituellement remboursée en dépression. Et donc, en milieu de semaine, hein, mardi, le mercredi, il va y avoir un fléchissement de l'humeur, un état un peu dépressif qui va s'installer, et c'est ce qu'on appelle la descente, c'est-à-dire après le high de cocaïne, eh bien c'est le down de la descente. À quoi s'ajoute, à ces trois inconvénients, le prix de la substance. La plupart des consommateurs américains étaient issus, des consommateurs américains qui sniffaient, étaient issus des classes moyennes. Ils ne voulaient mettre en danger ni leur vie familiale, sociale, professionnelle. Et donc, par exemple, c'était des gens qui ne dealaient pas. Certains pouvaient faire les courses, comme on dit, pour leurs amis, mais ils ne dealaient pas. Donc, la consommation de cocaïne leur coûtait quand même pas mal d'argent. Et c'est l'association de ces différents inconvénients qui font que un certain nombre de personnes finissent par y renoncer. Ils se rendent compte que c'est assez compliqué de gérer la substance, hein. Il y a un côté can't get enough, comme diraient les Rolling Stones, il n'y en a jamais assez. Donc c'est pas facile de maîtriser les quantités. Il y a cette fatigue que l'absence de sommeil peut provoquer. Il y a ces états de parano très désagréables et puis ce fléchissement de l'humeur en milieu de semaine. Et finalement, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui vont renoncer après quelques semaines, quelques mois, quelques années à la consommation de cocaïne. Il faut bien dire qu'il y a des consommateurs au long cours de cocaïne sniffée. On les voit rarement, ça arrive évidemment, mais on les voit rarement dans les institutions de soins pour toxicomanes, où on voit plutôt des injecteurs en général, et qui donc injectent aussi la cocaïne, ou des fumeurs de crack. Mais évidemment, il peut y avoir des sniffeurs de cocaïne qui mettent totalement en danger leur vie familiale, sociale et professionnelle, de même qu'il peut y avoir des sniffeurs de cocaïne qui vont en consommer pendant des périodes longues, voire très longues, en parvenant à maîtriser cette consommation. Il y a en particulier un sociologue hollandais, Peter Cohen, qui a passé une partie de sa vie à étudier les consommateurs insérés de cocaïne dans la ville d'Amsterdam. Voilà, je vous ai un peu raconté ces avantages et ces inconvénients
de la consommation de cocaïne. Il y avait un consommateur de cocaïne qui avait dit « Dieu est une substance ». C'est donc vous dire combien cette drogue peut provoquer de passion, et de passion bien peu contrôlée. En tout cas, je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine. Ciao, ciao.